Donc l'idée, c'est qu'on va vous demander à chacun de définir ce que c'est pour vous que le racisme environnemental, avec les prismes particuliers aussi de vos expertises et de vos champs de lutte. Et voilà, donc peut-être William d'abord sur ton prisme, et puis après Samboy. Alors moi, c'est une notion que j'ai mis du temps à m'approprier. J'ai mis du temps à m'approprier parce que c'est pas une notion qui vient de ma propre culture. En fait, elle est née dans un contexte aux États-Unis de lutte pour les droits civiques. Et elle a été portée par des afrodescendants, en fait, qui notaient que leur quartier était majoritairement ceux qui étaient aussi les plus pollués. Et ensuite, elle a migré cette notion dans différents espaces géographiques, en Afrique du Sud pour qualifier la situation des townships. Elle a migré également en fait, dans plusieurs contextes où il y avait eu une politique de la race, que ce soit l'apartheid ou autre. Et ensuite, elle a été réutilisée notamment dans les espaces post-coloniaux français qu'on appelle outre-mer. C'est vrai qu'en Europe, cette notion, elle n'était pas tellement utilisée. Et la première fois que je l'ai entendue, c'était par le Bureau européen de l'environnement pour qualifier la situation des Roms en Europe de l'Est, qui vivent majoritairement dans des quartiers séparés et pollués. Et en fait, au fur et à mesure que je travaillais sur les aires d'accueil, je me rendais compte que finalement, cette notion n'était pas si mal que ça, parce que pour qualifier des espaces spécialement réservés à une population qui historiquement est discriminée en France et fait l'objet de lois spécifiques, à l'écart, sous surveillance de gestionnaires et majoritairement pollués, en fait on avait toutes les caractéristiques finalement de cette notion d'un racisme environnemental. C'est une notion aussi qui est intéressante parce qu'elle permet finalement d'interroger le lien entre une condition raciale, on va dire, et des inégalités environnementales. Et effectivement, quand on est dans une famille de voyageurs en France, on a bien plus de chances d'être confronté aux pollutions, vu les espaces qui nous sont réservés. Et ça a une incidence directe sur l'espérance de vie, puisque les voyageurs vivent rarement plus de 65 ans en France, donc 15 ans inférieurs à la moyenne nationale. Et on ne peut pas ignorer le lien qu'il y a entre les conditions, les inégalités environnementales et l'espérance de vie. Voilà. C'est pour ça que moi j'utilise cette notion, mais je n'utilise pas qu'elle. Mais je trouve qu'elle est intéressante pour interroger ces liens-là, et surtout elle est intéressante pour voir les intersections qu'il peut y avoir avec d'autres combats, et notamment les combats pour le chlordécone en Martinique, les combats contre pour la leucose bovine à La Réunion, contre l'orpaillage aurifère en Guyane, contre les mines de nickel en Kanaki, ou l'accès à l'eau par exemple à Mayotte. Voilà. C'est des choses qui en fait traversent comme ça les espaces finalement français. Et il y a, je finirai là-dessus, une phrase qui m'avait beaucoup marqué de Emmanuel Macron qui part en Polynésie il y a 2 ans en arrière, qui fait un discours sur les essais nucléaires et qui dit aux Polynésiens, alors les Polynésiens s'attendaient à des excuses officielles, ce qui n'a pas été réellement le cas, mais par contre il leur a dit, voilà, on n'aurait pas fait les essais nucléaires dans le bassin d'Arcachon. Et je trouvais que tout était dit en fait. Voilà. Alors moi, la notion de racisme environnemental, c'est un truc que je continue à découvrir et que j'ai découvert assez tard. En fait, c'est pas une notion que j'utilisais vraiment et que j'ai vraiment utilisée. Mais moi, en gros, mon parcours, ça s'est plus construit. Donc, comme je vous disais, j'ai grandi dans la cité du Luth à Gennevilliers et j'ai grandi du coup. Non, ça ne faut pas y toucher. Et j'ai grandi du coup dans un espace où voilà, j'étais au 13e étage d'une tour. Non, pas ça. Ça c'est un micro, c'est pour ça. Je pense pauvre. Oui. Pauvre, ouais. Heureusement qu'on a sauvé le micro d'une mort certaine. Et donc en gros, moi j'ai grandi dans une tour et j'ai jamais été vraiment connecté à la terre française en fait. Donc moi c'est plutôt ce truc-là, donc je parle de hors sol, de qu'est-ce que c'est que de penser, d'avoir une vie, d'avoir des réflexions politiques ou une volonté de s'engager politiquement sans être ancré dans le sol. C'est sur ce genre de notions que j'essaie de travailler. Et je pense qu'en fait, en tout cas ce choix de mots et ce choix de pensée, il me vient de l'expérience que j'ai faite du racisme environnemental.
mais j'avais pas forcément nommé ça comme ça. Et du coup, moi, il a fallu que j'aille étudier à Angoulême, comme je vous disais, pour voir une vraie tomate française. Parce que pour celles et ceux, je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu en région parisienne parmi vous, mais disons que ce que je mangeais, vous le savez de toute façon dans les villes en général, c'était assez loin de ce qui peut vraiment sortir de la terre. Enfin, c'était des choses qui étaient très normées au final. Et du coup, j'ai mis beaucoup de temps avant de découvrir des vrais produits ou des vrais un terroir en fait, tout simplement. Et du coup, moi, c'est plutôt par ce biais-là que j'ai abordé les questions de racisme et d'écologie. Et moi, je parle plutôt, du coup, d'écologie décoloniale en général, mais je pense qu'on va revenir sur le terme peut-être. Mais j'emploie rarement la notion de racisme environnemental, mais je la comprends et voilà quoi. Du coup, pour faire transition, comment vous pouvez expliquer un peu au niveau historique, comment c'est créé dans l'histoire le racisme environnemental ou l'écologie coloniale, du coup? Ouais. Alors moi, donc, je ne suis pas historien, mais j'aime beaucoup travailler sur l'histoire et fouiller l'histoire coloniale française parce que c'est une histoire qu'on nous raconte très peu. Et ce que j'ai découvert dans l'histoire coloniale française, c'est qu'en fait, souvent, quand on pense à la colonisation, on pense à des gens qui arrivent dans un pays qui est étranger et qui vont peut-être, je sais pas, par méchanceté le coloniser. Enfin, on a du mal à comprendre les motivations qui poussent en fait à la colonisation. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et quand on regarde les textes, les archives, les documents, les journaux de l'époque coloniale, on comprend très vite que la colonisation, c'est toujours un projet d'exploitation des terres et des sols, en fait, des terres et des peuples colonisés. Ça veut dire qu'en gros, l'objectif des colons, c'est de pouvoir récolter, de pouvoir s'enrichir au travers de la colonisation. Et du coup, cet enrichissement, il va passer soit par récupérer des minerais, ça peut être des pierres, de l'or, différents minerais, mais ça peut aussi être faire des monocultures, ou des cultures, ça peut être de la banane, de l'arachide, du blé, de l'EVA, ainsi de suite. Mais du coup, pour obtenir ou du coton, du sucre dans le cadre de la traite négrière par exemple, ou des Caraïbes, etc. Et du coup, c'est pour pouvoir exploiter la terre qu'ils ont aussi besoin d'exploiter les peuples. Et donc soit de ramener des gens dans les colonies, soit de forcer les gens qui sont sur place à être au service de leur exploitation. Mais du coup, c'est directement lié, la colonisation et l'écologie, ou la colonisation en tout cas et la destruction du vivant, elle est directement liée. C'est le principe même d'être de la colonisation qui est d'exploiter les terres et les peuples d'une manière qui n'est pas dans l'intérêt ni de la terre ni du peuple présent, mais qui est dans l'intérêt de la métropole. Et du coup, ça, c'est vraiment le cœur de tout le projet colonial. Et du coup, quand on sait ça, on peut lire toute la colonisation comme une grande histoire de la destruction du vivant sous toutes ses formes et de l'organisation. C'est ce que Malcolm Ferdinand appelle le plantationocène, par exemple. Mais c'est-à-dire que c'est une façon de penser le monde qui est comme une plantation et qui va être au service de l'enrichissement des métropoles ou des grands centres du pouvoir colonial, quoi. Et donc moi, je le vois en lisant l'histoire du sucre dans les îles des Caraïbes par exemple, ou en Amérique. Ça peut être l'exploitation de l'or, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui l'exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie, en fait, ou l'exploitation de l'uranium au Niger, qui est toujours lié à la France, ce qui nous permet d'être une puissance nucléaire aujourd'hui. Donc voilà, il y a tout ça, quoi. Moi, si je dois revenir sur l'histoire des voyageurs, plutôt, pour le resituer sur mon sujet, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu de l'exploitation économique, parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui ont été sédentarisés pour des raisons économiques. On a créé des villages de gitans, il n'y a pas d'autre mot, des cités gitanes, des hameaux de ziganes un peu partout en France, dans les années 60, pour fixer des populations qui servaient de main-d'œuvre aux industries parfumières, par exemple à Grasse. On a un plan de Grasse avec des communautés voyageuses qui ont été fixées là spécialement pour travailler dans les champs. Notamment parce que les enfants travaillaient dans les champs jusque dans les débuts des années 2000 aussi, parce que c'était pratique d'avoir ces petites mains pour ramasser
des boutons de fleurs délicates, etc. Et puis, au-delà de cet aspect économique, il y a un aspect de domination des corps qui est assez évidente et que je pense qu'on retrouve aussi dans les espaces ultramarins. La domination des corps pour les voyageurs, ça a été le fichage ethnique dès 1912 avec un statut ethnique qui a été créé spécifiquement en France, qui visait les bohémiens et romanichels, enfin c'était les dénominations qu'on utilisait au 19e siècle, et qui visait en fait par ce fichage à contrôler le déplacement, à compter le nombre de voyageurs, et en plus qui intervenait en plein dans une phase historique de l'anthropométrie judiciaire et raciale. Et donc on a eu, nous les voyageurs, la première pièce d'identité française qui a été le carnet anthropométrique. Mon arrière-grand-mère avait ce carnet où on avait donc le visage de face, de profil, la mensuration des membres, une généalogie retracée. Et ce statut, donc ce carnet anthropométrique, il y avait aussi toute une partie de visa. Où en fait quand on rentrait dans une ville, on faisait demander l'autorisation à la mairie, on obtenait une autorisation pour stationner 2-3 jours et puis ensuite il fallait repartir. Ce carnet anthropométrique, il était assorti aussi d'une plaque d'immatriculation spécifique pour qu'on puisse repérer les nomades facilement dans l'espace public. Il est assorti d'un fichier central des nomades et il y avait par ailleurs des mesures très contraignantes au quotidien qui faisait que les nomades ne pouvaient pas s'insérer concrètement dans l'espace social. Voilà. Et c'est à partir de ce fichage-là qu'on a interné les nomades pendant la Seconde Guerre mondiale, avant même l'époque vichiste, puisqu'on les a internés sous la Troisième République, alors que l'envahisseur allemand n'était pas encore arrivé. Et on les a internés toujours sur les motifs, en fait, les mêmes motifs pour lesquels on interne les nomades depuis plusieurs siècles en France, parce que dans les contextes de guerre, on disait que les nomades représentaient un danger potentiel de renseignement de l'ennemi. Et donc, dès avril 40, on commence l'assignation à résidence puis l'internement, qui continue jusqu'à l'été 46, donc bien après la guerre. Et cet internement, on le cesse parce que juridiquement, on ne peut plus le maintenir. Le décret, en fait, prend fin. Et à ce moment-là, le ministère de l'Intérieur envoie une note télégrammée au préfet pour leur dire « ce décret prend fin, l'internement des nomades prend fin ». Et il utilise ce terme « continuons à profiter des résultats heureux de l'internement ». Et c'est ce qui est écrit dans la note. Et en fait, ce résultat heureux, c'est la sédentarisation. C'est la domination des corps, c'est enfin nous avons réussi à arrêter ces populations de bouger, à arrêter ces populations de voyager. Et donc à partir de là, il va y avoir la mise en place de politiques publiques qui viseront à la création d'espaces spécifiques, de politiques spécifiques, etc. à l'égard des nomades, avec un objectif de civilisation. À l'époque, en 1949, le premier rapport sur les politiques publiques qui paraît s'appelle « Du redressement des personnes d'origine nomade ». Ces personnes d'origine nomade, telles qu'elles étaient appelées, étaient des personnes de race nomade pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ce qui est aussi important à préciser, c'est qu'au-delà de cet internement en France, il y a eu un génocide en Europe des populations roms, sous l'appellation de Tziganes, qui était une catégorie raciale sous le Troisième Reich. Et donc voilà, c'est toute une histoire en fait de la domination des corps qui continue à se perpétuer encore aujourd'hui à travers ces espaces qu'on appelle aires d'accueil, qui ont remplacé les carnets anthropométriques, où on contrôle le déplacement et on contrôle le stationnement des nomades grâce aux aires d'accueil, puisqu'ils sont devenus les seuls lieux légaux de stationnement. Voilà. Et concrètement, pour les gens du voyage aujourd'hui, en 69, donc on passe du statut de nomade à la catégorie administrative de gens du voyage. C'est une appellation administrative, gens du voyage. Et bien pour les gens du voyage aujourd'hui, ce contrôle perdure à travers l'assignation au lieu et ce qu'on peut qualifier de forme d'encampement. Puisque l'accueil en réalité, dans beaucoup d'endroits, et en tout cas tel qu'il est appliqué, pas forcément tel qu'il a été pensé, mais tel qu'il a été appliqué, sert quand même pas mal à regrouper des populations gens du voyage entre elles et à l'écart des villes. Et ça, on le note très bien avec la localisation des aires d'accueil. Donc cette domination des corps, elle a été aussi adjointe à un cadre juridique particulier. Je rappelle parfois que ma mère a obtenu le droit de vote en 2012, mais en fait, toute ma famille a obtenu le droit de vote en 2012 parce qu'il y avait effectivement, on était des citoyens français avec un droit de vote théorique, mais effectivement, on ne pouvait pas l'exercer puisqu'il y avait des règles discriminatoires liées à la domiciliation qui nous empêchaient en fait de s'inscrire sur la liste électorale.
il y avait jusqu'en 2015 des quotas de gens du voyage par ville. Vous ne pouvez pas domicilier plus de 3% d'un corps électoral gens du voyage par ville. Ça, c'était jusqu'en 2015. Et on a pointé au commissariat tous les 3 mois jusqu'en 2017 avec nos carnets et livrets de circulation. Donc on part de très loin en termes de citoyenneté et c'est juste l'illustration de ça, cette domination des corps qui en tout cas s'exprime telle qu'elle chez les gens du voyage en France. Merci. Après avoir dressé un peu ce tableau sur l'existence historique de ces conditions et de ces luttes, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est aussi de voir en fait comment finalement ce passé, il peut inspirer les luttes d'aujourd'hui contre le racisme environnemental. Par exemple, on sait que les luttes contre l'esclavage ont pris la forme notamment du marronnage dans les Outre-mer. Est-ce qu'il y a des fils à tirer sur finalement les formes de lutte et de résistance qui existent depuis des siècles, ou parfois simplement des décennies dans d'autres contextes, pour finalement inspirer les luttes d'aujourd'hui? Et concrètement, en fait, je vais essayer de vous amener sur quelle stratégie politique aujourd'hui concrètement on peut peut-être mettre en place pour essayer de gagner, ou au moins gagner en pouvoir sur ces combats-là aujourd'hui. Voilà. Someboy, peut-être à toi en premier. Déjà, je pense que je peux essayer de réexpliquer ce que c'est que le marronnage. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissaient pas du tout le mot marronnage? Marronnage. Bon, ok, il y a quelques personnes quand même. Mais du coup, juste pour rappeler un peu, c'est que donc dans les plantations esclavagistes, que ce soit partout où elles ont eu lieu, en fait, elles ont trouvé place, il y avait plusieurs stratégies de résistance à la mise en esclavage, tout simplement. Et donc ça pouvait être de l'insurrection. Il y a des gens qui allaient prendre les armes, ou qui allaient essayer d'empoisonner, ou qui allaient essayer de se révolter physiquement contre leur maître. Il y avait des gens qui allaient se donner la mort pour échapper à la mise en esclavage. Et il y avait aussi des gens qui allaient s'enfuir. Sauf que s'enfuir, ça voulait dire être capable de vraiment disparaître. Parce que si on vous retrouve dans ce genre de système, vous prenez vraiment cher, quoi. Et donc la question du marronnage, c'était le fait de pouvoir s'enfuir et de rester, et de disparaître de l'emprise ou du système esclavagiste, sachant qu'il était omniprésent et que la couleur de la peau était déjà un marqueur. Donc c'était, à partir du moment où on était vu, tout s'envole. À partir du moment où on était vu, on était rattrapé en fait par le système. Donc c'était quelque chose qui était vraiment radical, la fuite. Il y a Olivier Marbeuf qui est parmi nous, qui en parle très bien dans ses ouvrages et qui en plus est basé à Rennes. Donc je vous encourage à aller lire son dernier livre Suite des coloniales. Mais il y a aussi Denetem Touambona, qui est un philosophe qui travaille aussi, qui a écrit un livre qui s'appelle Fugitif ou courtu, qui parle de cette stratégie de la fuite et de la tentative de disparaître, en tout cas de l'ordre colonial, qui est une des stratégies dont on peut s'inspirer. Mais c'est vrai que, comme tu disais, quels sont les liens à faire par rapport à la politique actuelle en termes de stratégie? Ce qui est difficile avec le marronnage, c'est que on a assez peu de traces, on a des récits, on a des imaginaires quand même, mais qui sont assez limités sur ce que c'était réellement. Mais je dis ça en sachant qu'il y a quand même des communautés issues du marronnage qui vivent toujours encore aujourd'hui sur le territoire français, notamment en Guyane par exemple. Il y a des communautés qui vivent toujours sur des sites de marronnage. Donc c'est possible d'avoir un dialogue, mais quand même s'inspirer de ces luttes, c'est complexe parce qu'on manque de matière en fait et surtout de transmission à une grande échelle. Et du coup ça pose aussi beaucoup la question de comment est-ce qu'on apprend à fouiller et à s'inspirer de ce qui s'est passé avant nous. Et je pense que pour l'instant c'est difficile de dire comment on pourrait marronner à l'heure actuelle, même s'il y a des gens comme Olivier ou Denetem qui proposent des pistes. Mais déjà je pense que quelque chose d'important c'est d'essayer de chercher, de s'intéresser à ce qui s'est passé avant. Je vais faire un lien aussi avec le marronnage, puisque une partie des voyageurs actuels en France sont issus des Roms d'Europe de l'Est qui étaient sous esclavage pendant 500 ans. L'esclavage des Roms s'est terminé en 1856.
Et donc la question de la fuite déjà était omniprésente parce qu'il y a beaucoup de traces de ces comportements de familles roms qui tentaient de fuir leurs conditions d'esclaves dans les anciennes principautés de Roumanie, en tout cas romanophones. Mais au-delà de ça, puisque ça concerne finalement quelques familles de voyageurs, l'ensemble des voyageurs qui donc, est en fait constitué d'une myriade de communautés différentes avec des aires géographiques totalement différentes, des langues, des religions même différentes. Cet ensemble-là, il a toujours été en lutte, toujours. Il y a toujours eu cette stratégie de la fuite notamment, liée à l'itinérance, qui parfois se rapprochait de l'errance, parce que quand vous étiez obligé de partir tous les 2-3 jours d'une ville, on n'était plus vraiment dans l'itinérance choisie qui avait un sens, c'était plutôt une forme d'errance perpétuelle. Et il y avait donc ce qui se mettait en place, c'était des négociations. C'est-à-dire que les familles arrivaient dans un village et elles négociaient leur bon comportement, entre guillemets, contre l'accès à l'eau, le fait de pouvoir attacher leurs chevaux dans le centre du village, etc. Et très vite, en fait, évidemment, quand vous êtes dans ce genre de système, vous êtes très vite amené à fuir aussi, puisque ça se retourne très fréquemment contre vous. Les luttes, elles ont continué aussi pendant les phases d'internement. On en parle peu, enfin en tout cas c'est assez peu connu, mais il y a eu énormément de voyageurs qui se sont évadés des camps d'internement. Il y a eu des luttes collectives aussi de voyageurs qui se sont rebellés, notamment à Montreuil-Bellay, dans le camp d'internement de Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire, qui ont cassé la barrière. On a vraiment des témoignages écrits, des voyageurs qui ont réussi à casser la barrière, à s'enfuir. Même les gendarmes français qui administraient les camps, puisque on n'a jamais croisé un Allemand dans les camps, mais les gendarmes français qui administraient ces camps ont même fait appel aux Allemands à ce moment-là pour récupérer ces gens. Et puis par ailleurs, ces camps aussi étaient tout à fait connus du public. À Montreuil-Bellay, on venait le dimanche pour aller comme aux zoos, pour aller voir les familles dans les camps. Et donc il y a aussi beaucoup notamment de notables ou d'agriculteurs locaux qui évadés des camps dans les camps. Par ailleurs, dans ces nomades qui se sont évadés, on a aussi beaucoup de témoignages de gens qui ont rejoint les maquis ou qui ont rejoint les forces de résistance, avec des hauts faits de résistance, notamment dans l'est de la France. Et donc on a toujours eu des luttes, on a même eu des luttes de femmes contre les viols dans les camps, parce qu'à Montreuil-Bellay, il y a eu une session de viols de jeunes filles en fait, qui subissaient des agressions sexuelles et des viols par les gardiens, et des femmes qui se sont à un moment donné mobilisées, rebellées, frappaient les gardiens, etc. Donc cette question de la lutte, elle a toujours été un prisme fort du voyage. On ne peut pas voyager sans lutte, on est toujours dans l'attente de la lutte en fait. On sait que, encore aujourd'hui, les voyageurs savent toujours qu'ils vont être expulsés. Ils savent toujours qu'il va y avoir des tensions avec les élus locaux, avec la population locale. Il y a vraiment une opposition de la lutte. Il n'y a pas plus tard que hier, j'étais au Sainte-Marie-de-la-Mer, où il y a un pèlerinage traditionnel des gitans depuis des décennies. Et la mairie des Saintes avait décidé cette année de reprendre en main ce pèlerinage pour en faire finalement un truc de valorisation touristique un peu folklorique. Donc ils avaient décidé de poser des plots en béton partout dans la ville pour plus que les gens du voyage accèdent à la ville, pour qu'ils se mettent en périphérie de la ville, alors que c'est quand même leur pèlerinage à eux. Et ils avaient par ailleurs déplacé le marché tenu par les voyageurs historiquement sur la place des Gitans, c'est le nom de la place du centre de village, donc c'est dire à quel point la culture gitane a fait les Saintes-Maries-de-la-Mer, de déplacer hors de la ville ce marché et de remplacer ce marché par des exposants qui vendraient des objets de zigane ou des costumes gitans, mais qui sont purement fictifs, c'est-à-dire c'est du fantasme. Et donc en fait la mairie des Saintes, ce qu'elle avait compté faire, c'était déplacer les gitans pour les remplacer par des non-gitans qui joueront aux gitans à vendre des objets gitans. Je ne sais pas si on se rend compte bien des choses. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que mardi, on s'est organisé, on était une centaine avec des camions, on a tout bloqué, et en 3 heures, on nous a redonné notre pèlerinage. Voilà. Mais c'est ça, la lutte des voyageurs, c'est du constant. C'est-à-dire que ça se passe aussi au niveau des aires d'accueil. Au niveau des aires d'accueil, moi j'ai accompagné des familles qui sont en lutte, mais bien souvent isolées. C'est-à-dire elles subissent des pollutions, elles subissent certains traitements qui parfois peuvent être abusifs, etc. Mais à chaque fois, c'est une famille. Voilà. C'est une famille ou 2 familles. Et la difficulté aujourd'hui, c'est de connecter ces luttes. C'est déjà de faire comprendre aux voyageurs qu'ils ne sont pas les seuls à rencontrer ces problématiques et que d'autres sont rentrés en lutte et dans des formes de lutte organisées. Tout à l'heure, on a diffusé le film du collectif des femmes d'Hélène Bronchin, un groupe de femmes qui vit dans une aire d'accueil à Lille, de femmes roms.
et qui se sont mobilisées, qui se mobilisent depuis 10 ans parce qu'elles subissent des pollutions inacceptables sur leurs aires d'accueil. Et donc aujourd'hui, elles se sont constituées en association. Et historiquement, l'associatif Voyageurs, il a été un associatif qui a émergé vraiment dans les années 80. Et moi aujourd'hui, j'en suis le résultat. Hein. Et donc, il y a toujours eu ces associations, mais elles restent marginalisées dans le tissu militant et associatif. Moi aussi, un des objectifs de venir présenter ces conférences, c'est aussi de dire, quand vous menez une lutte écologiste à Rennes, il ne faut pas oublier l'aire d'accueil, parce qu'eux aussi ont des choses à dire, eux aussi peuvent être intégrés dans la lutte. Donc, voilà. D'autres enjeux aujourd'hui, c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Someboy le fait super bien. Moi, je viens de là aussi, puisque j'ai commencé mon inventaire des aires d'accueil, qui a donné un livre, je ne sais pas où d'ailleurs, qui doit être dans le coin, qui a donné donc cette initiative de recenser, compter les aires d'accueil. Ça part d'une initiative qui a été médiatisée tout au long sur les réseaux sociaux et qui a agrégé des médias, qui a donné de la visibilité et qui a fait aussi que cet inventaire est devenu participatif avec des voyageurs qui appelaient des quatre coins de la France. Moi, mon aire, elle est comme ci, moi, mon aire, m'envoie des photos, etc. Donc, c'est devenu un truc collectif qui donne aujourd'hui des changements concrets dans la législation, puisque il y a des circulaires qui sortent, qui commencent à interdire les constructions d'aires dans certains endroits, qui donnent aussi des mobilisations concrètes de voyageurs sur les terrains, et surtout, et moi c'est ce qui m'importe, qui fait sortir le voyageur de son état d'intrus, de parasite, puisque c'est les termes qui sont le plus fréquemment employés contre les voyageurs, d'envahisseur, pour devenir un acteur des luttes sociales et écologiques. Et donc voilà, c'est ce que j'essaye moi de mettre en place, mais c'est pas évident parce qu'on arrive dans un contexte où les voyageurs ont été tellement habitués à fuir justement, à prendre la fuite ou alors à rentrer frontalement dans des luttes violentes, mais du coup qui sont incomprises, parce que quand on bloque une autoroute, qu'on crame des pneus, qu'on se bagarre contre les flics et tout, c'est pas compris. Et moi, j'ai le souvenir de batailles avec des policiers où on se tirait les câbles comme ça quand on arrivait sur les terrains. Enfin, c'est des trucs qui rentrent dans notre culture à nous, mais qui ne sont pas comprises d'extérieur. Voilà. Et là, de faire sortir ces luttes-là dans un autre champ, sur d'autres sujets, ça permet de les faire sortir aussi d'une forme de marginalisation. Donc en tout cas, chez les voyageurs, c'est l'enjeu de sortir les luttes de leur marginalisation et de trouver les intersections. Et justement, c'est pour ça que je suis très content de partager la discussion avec Someboy. Du coup, la dernière question avant de pouvoir passer la parole aussi aux personnes présentes, c'était justement comment vous rendez accessibles vos travaux. Tu l'as dit un petit peu, William, mais je te laisse expliquer, Someboy. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai découvert l'histoire coloniale et toutes les questions qui m'intéressent aujourd'hui via YouTube et pas via l'école de la République. Du coup, j'ai fait quand même bac plus, j'ai fait plus de 5 années d'études avant de lire Peau noire, masque blanc, enfin plus de 5 années post-bac, je veux dire, avant de lire Peau noire, masque blanc de Frantz Fanon, qui est un livre, je pense, qui devrait être à la base de, enfin voilà, avant de parler de Martin Luther King ou autre à l'école, ce qui arrive assez tôt en fait dans l'école française. On devrait parler de Frantz Fanon ou de Albert Memmi. Il y a un livre que je vous conseille, vraiment maintenant c'est le livre que je conseille tout de suite, c'est Portrait du colonisateur, portrait du colonisé. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu parmi vous ou pas. 1, 2, 3, 4, oui, il y a quelques personnes. Je vous dis, arrêtez tout ce que vous êtes en train de lire et lisez ça. Après, vous pourrez parler. En tout cas, si la question de l'antiracisme ou de l'histoire coloniale ou du décolonialisme vous intéresse, je vous conseille vraiment de lire ce livre. Je pense qu'il est extrêmement important et qu'il a une manière de... Enfin, Frantz Fanon aussi est très très bien, mais je conseille quand même d'abord de lire Portrait du colonisateur et du colonisé de Albert Memmi. Et du coup, bon, bref, c'est des livres que j'ai découverts très tard, malgré mes études. Et voilà, preuve qu'il n'y avait rien qui était fait pour aborder ces sujets à l'école. Et c'est donc par YouTube que je découvre tout ça. Et donc je me dis, moi, je passe mon temps à ce moment-là à chercher des archives coloniales et à regarder notamment sur Gallica, donc qui est un site très bien fait de la Bibliothèque nationale de France, où il y a beaucoup d'archives et où je me confronte pour la première fois à des textes écrits à l'époque coloniale et je vois comment les choses sont formulées, à quel point pour eux, à ce moment-là, tout ce qu'ils disent est totalement normal. Et du coup, je me rends compte aussi de la différence entre
ce que j'imagine de la colonisation. Donc souvent on se dit c'est quelque chose de très binaire, les colonisés contre les colonisateurs, et tous les colonisés voulaient absolument se libérer, les colonisateurs voulaient absolument, je sais pas, taper les colonisés. Tout ça, ça devient beaucoup plus complexe et beaucoup moins stéréotypé quand on se met à lire en fait les documents et les archives coloniales. Et du coup, je me dis, bon, bah, tout ce que je suis en train de découvrir sur Internet, grâce à Internet, je ne peux pas faire autre chose que de le rendre à Internet. Et donc, je me dis que je crée une chaîne YouTube, c'était en 2020, sachant qu'avant ça, j'étais dans Décoloniser les arts, où il y avait un super travail fait par plein de personnes, notamment des générations de militants au-dessus de la mienne, qui eux aussi et elles aussi héritent de toute une histoire du militantisme. Et du coup, il y a tous ces outils qui étaient déjà mis en place, mais qui étaient dans des cercles très restreints, un peu d'habitués ou d'initiés qui voulaient avancer sur ces questions. Donc moi, je me suis dit, bon, bah, je vais prendre de cette matière-là et la diffuser de manière la plus pédagogique possible sur les réseaux, en espérant qu'elle touche le plus grand nombre de personnes. Donc j'avais testé YouTube. C'est compliqué d'avoir une grosse audience sur YouTube vite. Donc je visais... mon objectif, c'était 10 000 abonnés en un an. En fait, ça n'a pas été atteint du tout. Ça a été, je crois que j'ai eu 4 000 abonnés en un an. Mais par contre, sur Instagram, ça a pris. Et ça a pris très vite et très fort. Aussi parce que ma chaîne arrivait quelques mois avant, quelques semaines avant la grosse vague Black Lives Matter qui a eu lieu en 2020. Et du coup, il y a eu aussi une rencontre avec l'actualité. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a plein de comptes qui se sont faits à ce moment-là. Et les gens, parfois, en France, notamment ceux qui ne s'intéressaient pas à ces questions, ont eu l'impression que c'était un réveil militant. Mais en fait, je pense qu'il y avait plein de choses qui étaient, comme je vous le disais, travaillées depuis des années par plusieurs générations de militants et de militantes. Mais que là, il y a eu un élément déclencheur qui a fait que ça a atteint une autre sphère. Mais en fait, on n'aurait pas pu être si construit et si solide dans nos arguments si on n'avait pas travaillé dessus en fait, depuis plusieurs années. Et donc, c'est juste une rencontre avec un moment. Et donc là, ça a été possible de diffuser tout ce savoir et toutes ces informations sur Instagram, puis sur TikTok, sur Twitch. Donc moi, l'idée, c'est vraiment d'investir le plus possible les réseaux sociaux, parce que je crois que c'est actuellement les espaces de parole dans lesquels on est les plus libres, malheureusement. Je veux dire libre au sens où libre d'atteindre en tout cas un grand nombre de personnes, parce qu'il y a plein d'espaces où on est plus libre que sur les réseaux, mais ça se limite à des très petits cercles. Mais là, pour atteindre un si grand nombre de personnes, c'est les réseaux sociaux sur lesquels moi j'ai trouvé que j'étais le plus libre, et ça en dit long sur l'universalisme, la liberté d'expression dans un pays comme la France, où le service public, que ce soit au niveau des télés, je sais pas, France Télé, etc., comment ça se fait que tous ces espaces qui se vantent en permanence de donner la parole ou bien d'oser parler de tout, soient incapables de parler de sujets aussi cruciaux que l'histoire coloniale. Et du coup, pour moi, là, en ce moment, l'enjeu, c'est investir les réseaux au maximum, tout en gardant un recul critique, mais ça, on pourra en parler si vous avez des questions sur ce sujet. Pour ma part, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire œuvre de pédagogie, notamment de réaction à l'actualité, parce que je ne sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience, mais faites-le ce soir. Allez dans votre barre de recherche, Google Actualité, tapez Gens du voyage et regardez ce qui se présente. Donc là, ça a été vraiment l'enjeu, ça a été de ça. Au début, c'était de réagir au contenu publié par les médias locaux, nationaux, etc. sur les voyageurs, de parler de mémoire, de parler de discrimination. À l'époque, même quand j'ai commencé, je connaissais même pas le terme antiziganisme. J'avais vraiment pas de culture militante du tout, et même très peu de culture historique. Je me suis vraiment formé avec les rencontres ensuite. Mais Twitter, ce qui m'a permis de faire après Lubrizol, notamment, ça a été de publier jour après jour ma recherche. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans, jusqu'à l'aboutissement, à la publication du livre. Qui a ensuite donné une plus grosse audience, etc. Et en publiant, en distillant comme ça chaque jour, j'ai commencé à avoir des médias qui s'y sont intéressés, et puis j'ai commencé à être exposé, une vidéo sur Arte, des voyageurs qui m'appellent, une autre vidéo là, des voyageurs qui m'appellent, et ça a fait boule de neige en fait. Voilà. C'est comme ça que ça a fonctionné, et je pense que avec d'autres, aujourd'hui, j'ai contribué à ramener l'antiziganisme dans un débat et dans des sphères qui n'existaient pas auparavant,
notamment dans la sphère antiraciste, qui le prenait finalement très très peu en compte, même s'il y a quand même des militants antiracistes qui en parlent hein, depuis de nombreuses années, mais là encore c'était relativement confidentiel. L'autre difficulté, c'est que je vous demande 2 secondes de réflexion. Quel voyageur vous connaissez dans l'espace public qui prend la parole? À part Kenji, Chirac, Seth Gecko. Voilà, c'est ça la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, on a très très peu de personnes qui s'exposent. La plupart du temps, ce sont des hommes en plus. Donc il y a toute une parole qui n'existe pas. Une parole jeune, une parole féminine, une parole LGBT qui n'existe absolument pas non plus. Donc il y a tous ces enjeux-là de formation à la prise de parole et de formation à avoir de nouvelles personnes qui osent prendre la parole. Parce que capable de prendre la parole, il y en a plein, mais ose, c'est très rare, et parce que c'est peut-être propre aux cultures voyageuses, j'en sais rien, mais il y a une forme de honte à prendre la parole sur l'espace public parce que c'est se comporter comme le gadjo, donc comme le non-voyageur en fait. Et moi très souvent on me le renvoie, hein, tu fais gadjo. Voilà. Et bon, attends, je fais gadjo. Voilà. Mais voilà, c'est ça, c'est un vrai frein intérieur en fait, de prendre la parole. Et surtout, il y a autre chose, c'est qu'on est tellement peu nombreux, du coup, que quand on prend la parole, on engage la parole de 300 000 autres personnes en France. Et c'est très lourd à porter, parce que quand on dit quelque chose, derrière, on peut avoir 50 coups de téléphone en colère. On porte toujours ça. Voilà. Et donc l'enjeu, aujourd'hui, pour moi, et puis dans le cadre de mon projet associatif, etc., c'est de former à la prise de parole et de former à l'émergence de nouvelles figures, et notamment de figures jeunes et féminines en priorité. Voilà. Donc là aussi, on a héritier d'un mouvement militant qui existe depuis très longtemps en France, qui a été un mouvement militant majoritairement masculin aussi. Et ça aussi, donc avec tous ces travers-là, donc l'émergence par exemple de collectifs comme les femmes d'Hélène Ronchin, c'est hyper salutaire parce que non seulement elles apportent cette parole qu'on n'entendait pas jusqu'alors, mais en plus elles font d'elles-mêmes une expérience féministe. Peut-être qu'elle ne le qualifie pas comme ça, moi c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Aujourd'hui, dans l'aire d'accueil des femmes d'Hélène Ronchin, après 10 ans de lutte, toutes les filles veulent devenir avocates. Toutes. Et c'est saisissant. Enfin, elles ont toutes l'ambition de devenir avocates. Alors qu'il y a 10 ans en arrière, il n'y en avait quasiment aucune qui allait au-delà du collège. Donc on a changé de paradigme en tout cas là. Il y a autre chose aussi qui change considérablement la donne, c'est TikTok. Parce que TikTok, en fait, c'est la génération des 17, 18 ans, 16 ans chez les voyageurs. Elle a fait un bond en avant avec cet outil-là assez phénoménal, où on a des thématiques nouvelles qui rentrent et on a des jeunes qui, dans leur caravane, voient l'extérieur et voient qu'il y a d'autres possibles, qu'il y a d'autres formes, d'autres sujets qu'on peut aborder et qui brisent aussi des tabous qui existent dans nos familles. Je parlais tout à l'heure des LGBT qui sont invisibles. Ben, ça, typiquement, c'est un vrai tabou. Hein. Il y a une grosse homophobie encore présente dans nos familles. Enfin, et en tout cas, dans la mienne, ça c'est certain. Et je vois des jeunes aujourd'hui qui sont sur TikTok, des voyageurs qui prennent la parole sur ça, qui se font massacrer par d'autres voyageurs, évidemment, en commentaire, mais qui osent prendre la parole, qui se rendent visibles. Et de mois en mois, j'en vois de plus en plus. Et ça, c'est assez formidable. Parce qu'aujourd'hui, l'asso, nous, on recrute des bénévoles qu'on repère sur TikTok. Voilà, c'est fou. Donc voilà, il y a aussi ce paradigme-là qui change et qui transforme un petit peu les luttes voyageuses. Merci beaucoup. Merci à vous deux. On va passer maintenant au temps d'échange avec vous. J'imagine que ces prises de parole ont suscité chez vous peut-être des questionnements, des étonnements. Il y a eu aussi tout ce qui s'est passé dans l'après-midi qui a pu aussi nourrir nos réflexions. Donc je suis pas sûr que le micro il aille jusque... Non ? Non, il est en mêlée bizarre. Il est en mêlée bizarre, on me dit. Soit quelqu'un parle très fort, en parlant fort, ou sinon en se rapprochant pour poser la question. Myriam, je pense que Myriam Est-ce qu'il y a une question? Ouais. Bah là, c'est en mêlée en fait. On note pour la prochaine fois un micro portatif. Sans fil. Ou alors démêler le micro. Donc j'ai une question pour vous deux.
Parce que quand on parle de militantisme, on parle aussi de bien-être militant. Donc vous avez parlé aussi des émotions que vous vivez dans le cadre de votre militantisme. Donc j'avais envie d'entendre comment est-ce que vous gérez ça. J'imagine que vous êtes traversé par toutes sortes d'émotions, la colère, la tristesse, et enfin voilà, avec la visibilité que vous avez, ce que vous portez. Voilà, j'ai envie de savoir comment vous faites. Ben moi, donc mon pseudo c'est Sumboy. Donc pour celles et ceux qui savent ce que ça veut dire, le sum, c'est une forme de colère ou de mécontentement qui est, moi, constitutif de tout mon travail. Mais j'ai la particularité dans mon caractère, enfin j'ai le caractère de pas m'énerver, enfin de pas être colérique ou... mais ça veut pas dire que je suis pas en colère. C'est juste que c'est mon caractère, enfin voilà, je suis pas explosif comme personne, ce qui peut être aussi un reproche qu'on me fait beaucoup. Mais du coup, j'essaye d'utiliser ma colère d'une autre manière, mais c'est une colère qui est en permanence présente et qui est effectivement assez lourde à porter parce que c'est usant de voir, je sais pas, des schémas se répéter, de voir qu'il y a sur plein de sujets on n'avance pas forcément. Je pourrais détailler ça, mais il y a plein de sujets de colère, en tout cas, où moi, ce qui me met souvent en colère, c'est le rapport aussi aux institutions, surtout dans un moment où les questions décoloniales et antiracistes, c'est pas qu'elles deviennent des éléments dont les institutions ont envie de s'emparer très vite, parce qu'elles sentent que c'est la chose à faire en ce moment. C'est pas vraiment un phénomène de mode, mais c'est plus, j'ai envie de dire, une tentative de... C'est comme de l'exploitation, enfin, c'est de l'exploitation quoi, d'une idée, mais parce que ils sentent que c'est important de le faire. Et comme je connais plein de militants et de militantes qui ont travaillé pendant très longtemps sans être rémunérés ni sans être accompagnés, qui ont porté beaucoup de douleurs, de combats, de luttes, etc. Et qu'aujourd'hui je vois à quel point les institutions sont capables de switcher sans en fait rétribuer tout ce travail, mais juste en profitant de ce qui a émergé, qui est enfin un peu construit. Ça, c'est aussi une des raisons de colère. C'est-à-dire qu'au-delà de toutes les injustices, toutes les choses qui se passent, il y a aussi, même quand ça avance, ça génère de la colère, en fait. Et donc, il y a ça, par exemple. Après, au niveau de... Moi, je suis habitué donc, à être confronté à beaucoup d'archives assez violentes. Et il y a des gens... Enfin, hier, j'animais un atelier au Palais de la Porte Dorée. Et il y a une personne qui est entrée dans le palais et qui s'est mise à pleurer... assez rapidement en fait, parce que je sais pas si vous êtes déjà rentré dans ce palais, c'est le musée actuel, le musée de l'histoire de l'immigration qui est à Paris, mais qui est l'ancien musée des colonies, donc c'est un bâtiment gigantesque à la gloire des colonies quoi en fait, mais qui sert aujourd'hui de musée de l'histoire de l'immigration. Déjà ça c'est assez violent, mais même le bâtiment est chargé et rempli de symbolique coloniale, et j'avoue que moi j'ai pas trop cette sensibilité là en tout cas à pleurer forcément devant les documents, mais ça fait partie des choses qui sont très importantes à réfléchir, parce que quand je parle de certaines archives, je dois faire très attention à ne pas reproduire, ou à ne pas heurter trop la sensibilité des gens, tout en étant capable de parler quand même de la violence dont les archives parlent. Et ça, c'est quelque chose d'assez... c'est toujours un jeu d'équilibriste un petit peu, parce qu'il faut pouvoir dire ce qui s'est passé, mais pas faire du trauma porn, comme on dit, donc répéter la violence comme un trauma qu'on revit en permanence. Et donc ça fait partie aussi des questions importantes. Et après, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, la gestion d'une chaîne ou d'une présence sur les réseaux sociaux, c'est hyper envahissant en termes de temps d'attention, parce que du coup, il y a des notifications beaucoup, il y a une communauté qui sollicite, il y a des gens qui voient qu'on peut être visible et que du coup, on a des invitations. Il y a plein de choses qui peuvent se passer sur lesquelles on n'est pas du tout accompagné par les réseaux sociaux eux-mêmes. Du coup, les réseaux, eux, ils profitent de l'activité des militants. Ils sont assez intelligents pour nous laisser un espace de parole, donc on a besoin d'eux. Actuellement, on a besoin d'eux. Mais ils ne nous rémunèrent pas forcément. TikTok, c'est là encore une fois où TikTok se démarque. Ils viennent de mettre en place des programmes de rémunération qui sont assez incroyables, qu'aucun réseau social n'a mis en place jusqu'à maintenant. Parfois on se dit YouTube rémunère bien, mais YouTube c'est vraiment une blague. J'ai touché 300 € de YouTube depuis l'ouverture de ma chaîne, avec 27 000 abonnés et plusieurs centaines de milliers de vues. Ça ne rémunère pas du tout en fait. Et plus d'une cinquantaine de vidéos. C'est pas du tout comme ça qu'on peut gagner de l'argent. Et du coup, ça demande beaucoup d'investissement personnel.
dans l'espace des réseaux qui est un espace sur lequel c'est un smartphone ou un ordi, du coup qui sont aussi les espaces dans lesquels on a nos vies amicales, parce que les SMS on les reçoit là, la vie professionnelle aussi, parce que les emails on les reçoit là. Du coup ça prend beaucoup d'énergie aussi sur le plan social, quoi. Et tout ça n'est pas géré par le réseau qui nous emploie pas vraiment, enfin bon bref, toute cette question du travail, et ni par la communauté vraiment qui donne des remerciements, mais au final c'est pas suffisant pour vivre et pour tenir dans le temps long. Donc émotionnellement, tout ce truc-là est très complexe. Et s'il y en a qui veulent se lancer dans ça, je dis qu'il faut être vraiment très solide et bien entouré et avoir une bonne expérience en amont. Moi, je pense, ce qui me permet de tenir, c'est le fait d'avoir été dans Décoloniser les arts avant, d'avoir rencontré des militants et militantes plus âgés aussi, qui ont des parcours, qui ont eu l'habitude dans d'autres contextes de gérer toutes ces émotions-là. Et voilà, je pense que... Je crois que quand tu te lances dans ce genre d'initiative, il faut avoir le feu. Il faut avoir un feu. Un truc, une source d'énergie et revenir à ça, en fait. Et moi, le feu... en fait, quand j'ai commencé à bosser sur ces questions, j'ai commencé à aller aux archives départementales pour retrouver les traces de ma famille dans les camps, etc. Et à ce moment-là, mon grand-père était malade en fin de vie. Et un jour au Mans, dans les archives départementales, je trouve une photo et j'avais l'impression de voir ma mère. Et en fait, c'était mon arrière-grand-mère, prise en photo dans le camp. Et j'ai ramené la photo à mon grand-père qui parlait plus parce qu'il était en fin de vie, quoi. Et il a vu la photo, il a reconnu sa mère et il n'avait jamais eu de photo d'elle jeune, en fait. Et il est décédé le lendemain. Et ça, c'est mon feu. Voilà. Donc c'est ce qui me fait, dans tous les cas, ou quand j'ai envie de me plaindre ou quoi, je repense à ça, à la photo que j'ai ramenée. Et en fait, je remarque que dans les militants, alors je pense que c'est un peu partout pareil, mais dans les militants voyageurs, ce feu-là, il vient souvent de là, cette phase d'internement, de cette douleur qui est pas passée parce que la mémoire n'a pas été faite encore. On n'a toujours pas de mémorial, on n'a toujours pas. Donc il y a de vrais enjeux de combat et ça alimente un feu ardent, vraiment. Au-delà de la question ensuite de la source d'énergie, il y a la question de l'épuisement. Effectivement, moi par exemple sur le livre, je bossais, j'étais au SMIC au début, salarié dans une asso culturelle à Toulon, et puis le soir, je travaillais le soir, le week-end, j'avais pas de financement, j'étais tout seul, j'avais un téléphone, un ordinateur et une voiture. Et le feu a fait que j'ai continué à bosser et je m'étais engagé en plus à fournir cet inventaire, donc il fallait que j'aille au bout, c'était une obsession. Et après, une fois que la chose est publiée, vient le temps de la sollicitation, puisqu'on devient tout d'un coup un référent. Et là, des sollicitations, aujourd'hui, je dois recevoir peut-être une vingtaine par semaine. Et c'est incessant, c'est des gens qui m'invitent, des gens qui veulent m'interviewer, des gens... Et là, on a peur aussi de tomber dans le piège de devenir le seul et unique à prendre la parole et de voler la parole des autres. Donc il y a aussi ça, cet enjeu-là. C'est pour ça que moi, par exemple, j'ai fait une vidéo sur Arte et une sur Combini qui était collective. Et plus jamais je ferai de vidéo. En tout cas, pour l'instant, il est hors de question. On m'invite en plateau télé, je n'y vais pas, je veux pas. Je veux pas parce que j'ai peur de voler la place des autres. Donc ça, c'est un truc qu'il faut travailler sur soi pour se dire, mais on vole pas forcément la place de l'autre, mais ouais, j'ai cette peur-là, de voler la place de l'autre, de voler la place de personnes qui ont des choses à dire. Autre chose, c'est qu'aujourd'hui, je suis directeur d'association et je tiens un standard téléphonique de 9h du matin à 18h du lundi au vendredi, où j'ai des familles qui m'appellent tous les jours pour des problèmes concrets de leur vie quotidienne, qui sont liés à des expulsions, à des coupures d'eau et d'électricité, qui sont liés à des placements d'enfants. Depuis 2 semaines, je suis sur un placement d'enfants abusif, concrètement, où on a des juges qui n'hésitent pas à placer des enfants depuis les lois sur les séparatismes, en fait, vu que les voyageurs partent en pèlerinage dans l'année, ils déscolarisent leurs enfants sur la temporalité du pèlerinage. En fait, on les signale pour dérive sectaire et on place les gosses. Et donc là, j'interviens de plus en plus sur ce genre de choses. Et au final, ça alimente le feu, parce qu'il y a la colère qui vient, et en même temps, travailler à la prise de parole, c'est aussi se confronter à des salles hostiles. Aujourd'hui, c'est cool, hein, tout le monde est gentil, mais j'ai fait des salles où j'avais des questions à la fin, c'était pourquoi
pourquoi vous volez, pourquoi vous cambriolez, pourquoi vous êtes sale, pourquoi... Et avec aucun recul critique sur leurs questions, en fait. Et ça, si on répond à ça par la colère, on s'épuise. Eux, ils ont beaucoup de temps à vous faire perdre, mais vous perdez énormément de temps à répondre à ça, en fait. Et donc, l'idée, pour moi, c'était de travailler sur ça. Comment ne pas perdre mon temps à répondre à des choses inutiles. Et comment faire en sorte de transformer ça de manière systémique pour que, justement, on ne me pose plus ces questions-là. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de développer... Ouais. Il y a un podcast en ce moment là sur France Culture, LSD, la série documentaire, qui porte sur l'antiziganisme en 4 épisodes. Et vous écouterez, je parle dans ce podcast, je parle tout doucement comme ça. Voilà, je suis tout le temps calme dans le podcast. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, je parle tout doucement comme ça. Quand quelqu'un m'envoie une saloperie, je parle tout doucement comme ça. Et par exemple, il me dit, mais pourquoi vous continuez à voyager? Je lui dis, mais pourquoi tu restes sur place? Ou pourquoi les gens du voyage, mais pourquoi les gens du sur place? Et voilà, j'ai trouvé ces stratégies-là un peu diplomatiques pour parvenir à pas m'épuiser, en fait. Attends, je peux ajouter un truc. J'ajoute juste un truc, c'est que... Parce que je pense que c'est une question hyper importante, la question émotionnelle. Souvent, on vend un peu le militantisme, et notamment à l'heure des réseaux, avec le point levé et le côté genre on se bat, on lâche rien. Mais il y a quelques semaines, Fatima Wassak, qui est du Front de Mer, était en région parisienne et elle prenait la parole autour de la sortie de son dernier livre. Et en fait, elle parlait de la question du sacrifice aussi. Et en fait, il y a beaucoup de comment dire, c'est aussi un problème, la posture sacrificielle qu'on peut avoir en tant que militant, et un problème, on parle de santé psychologique, etc. Là, c'est une vraie question de santé psy, de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on se met dans des postures sacrificielles pareilles, et est-ce qu'on peut construire d'autres économies ou d'autres, je dis économie, que ce soit monétaire ou affective ou de temps, enfin il y a plein de choses. En fait, c'est comme si on est vraiment dans des postures sacrificielles, et ça c'est un sujet important, je pense, à pointer et à traiter en tant que militant. Et du coup, sur ce point-là, les réseaux n'aident pas, parce que quand on est seul à tenir des comptes, ou même en petit collectif, ça ne permet pas forcément le passage de relais ou des choses plus collectifs qui sont possibles dans des assos. Même si dans les assos aussi ou dans les mouvements, souvent on voit ce même épuisement et ces mêmes postures sacrificielles. Je voulais vous demander, lors de débats contradictoires, oui, vous avez des remarques ou des questions absolument désagréables, côté un peu frustre, du style « pourquoi vous êtes sale, pourquoi vous volez ?» Mais est-ce que c'est pas justement l'occasion, même si c'est désagréable à entendre, hein, d'avancer des arguments et de les accompagner à déconstruire leurs préjugés parce que, bon, ce soir tout le monde est gentil, mais bon, on est un peu entre nous, on est entre convaincus. Et moi, toujours ma question, c'est comment organiser des moments où il y aurait des gens aux antipodes de nos philosophies de vie, comment les faire venir, et c'est là où on va confronter nos arguments et on peut peut-être cheminer ensemble. Alors, moi, quand je suis confronté à ça, en fait, généralement, ça devient de plus en plus rare, parce qu'avec le temps, je m'améliore dans la prise de parole aussi, et vu que j'ai toujours à peu près 1 heure pour présenter mon sujet, c'est vrai que ça débloque déjà pas mal d'a priori. Voilà. Après, quand il y a toujours des a priori qui restent et qu'on me pose des questions frontales, généralement, je ne réponds pas à la question. Typiquement, pourquoi vous êtes sale? J'ai pas de chiffres sur la saleté des voyageurs, je peux pas y répondre. Pourquoi vous volez? J'ai pas de chiffres sur le vol des voyageurs, je peux pas y répondre. Je peux te dire le contre-exemple, mais ça n'a pas de sens. Par contre, si je lui démontre que c'est un préjugé, ça a un peu plus de sens déjà. Mais c'est insuffisant. Enfin, il faut quand même comprendre aussi que certaines personnes, il leur faudra des tas de conférences avant de commencer à évoluer. Il y a, par exemple, la dernière fois, j'étais à Cessan, dans le Gers. J'étais invité dans un truc qui s'appelle Welcome in Zigani. C'est un festival de musique zigane où il y a plein de ziganes. Et tout le monde est déguisé en Esmeralda, etc. Bon, c'est très sympa, mais j'avais cette conférence sur les gens du voyage, c'était la première fois qu'elle était tenue. Et dans le public, j'ai vu une dame qui était la dame qui m'avait demandé pourquoi j'étais sale à Tarbes l'année d'avant. Et là, je l'ai vue acquiescer tout du long.
Et elle est venue à la fin, elle m'a dit j'ai lu votre livre et elle a changé. Elle a complètement changé son regard, quoi. Elle s'est intéressée à l'assaut, qu'est-ce qu'on faisait, alors qu'elle était mais d'une virulence un an auparavant. Donc j'ai quand même parfois des trucs, des raisons de me réjouir. Voilà. Je sais par ailleurs que toute prise de parole sur les réseaux sociaux, elle sera entendue et elle suscitera forcément des réactions fortes. Tout le monde a une expérience avec les voyageurs. En général, c'est plutôt désagréable parce que les voyageurs, on les voit quand ils sortent des lieux auxquels on les assigne. C'est-à-dire quand ils sont en situation d'installation illicite. Voilà. Et donc, on les voit sous le prisme de la délinquance tout le temps. On les voit jamais autrement. Mais quand je prends la parole, que je parle de ma vie, de mes combats, de choses concrètes, je sais que ça irrigue derrière 10, 20 000 personnes sur les réseaux sociaux, 30 000, 40 000. C'est autant de gens qui changent petit à petit, en fait. Mais effectivement, rentrer dans la confrontation comme ça, permanente, moi, des fois, je me dis, ça ne sert à rien. C'est pas maintenant qui va changer ta vie. Voilà. Et moi, je vais perdre mon temps et je vais pourrir tout le reste de la conférence ou des débats, quoi. Et je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais, moi, souvent, dans les questions antiracistes, c'est très fréquent aussi d'être face à des salles hostiles. Et l'hostilité ne vient pas forcément de ceux qu'on pense qu'elle viendrait. Enfin, ça vient souvent aussi le spectre est large, de la gauche à l'extrême droite, toute la salle peut être hostile. Et donc, déjà, il y a ce truc où c'est difficile. En fait, à force d'être dans cette situation, je me dis, moi, en tout cas, avec mon énergie et le temps, en fait, c'est ce que tu dis, en fait, on perd beaucoup de temps à être seul face à des salles hostiles. Et du coup, moi, je me dis, le plus utile, je crois, en ce moment, c'est de plutôt faire quelque chose qui soit de l'empowerment pour des gens qui sont aussi concernés, du coup, qui peuvent, elles et eux aussi, mieux comprendre de quoi on parle, parce que souvent, tout à l'heure, tu as dit, là, on est un peu entre nous, on est tous d'accord, mais je suis persuadé qu'on n'est pas du tout d'accord, mais pour plein de raisons, mais c'est juste que c'est du détail, parce que c'est pas qu'on est ennemis, mais c'est juste qu'on n'est pas encore d'accord parce qu'on n'a pas discuté des termes. Et trop souvent, ce qui se passe, notamment dans ce genre de réunion, où on est tous effectivement gentils, c'est que parfois, on va avoir tendance à acquiescer sur des choses parce il y a une sorte de pression aussi qu'on se crée entre nous de se dire ah oui, c'est ça que tout le monde pense, enfin, on est tous un peu d'accord. Mais on n'a pas pris le temps de vraiment débattre, de vraiment aller dans le fond de ce dont on parle et de la complexité de ce dont on parle, qui est tellement complexe que je sais qu'on ne sera pas d'accord. Voilà. Et du coup, je me dis, je pense qu'il y a plus d'intérêt à travailler sur ça, sur ces désaccords, sur cette complexité qu'on a nous. Et comme ça, après, effectivement, ceux qu'on pensait qu'on était d'accord, en fait, on n'était pas. Quand on se retrouve face aux autres qui sont évidemment pas d'accord, il n'y a pas que genre moi ou toi qui parlent. En fait, il y a plein de gens qui peuvent répondre. Et du coup, ça fait moins d'épuisement aussi. Voilà. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plus utile. Quand je retrouve dans un truc de confrontation, je prends plus le temps de répondre, vraiment. Je vais plutôt travailler avec quelqu'un d'autre et on sera deux à répondre. Ça ira pas jusque-là. Merci à vous deux. Moi, je voulais reprendre la question de Paya sur le marronnage parce que je pense qu'il y a une petite chose assez intéressante à comprendre, peut-être. En France, le 10 mai, alors il y a plusieurs dates selon les régions périphériques de la France, mais en gros, le 10 mai, on a une forme de commémoration. Et là, c'est vraiment la question des termes, quoi. Le mieux qu'on ait obtenu après un ensemble de discussions contradictoires, c'est donc on célèbre la mémoire de l'esclavage. Et là, on ne va pas célébrer l'esclavage. Mais vous voyez bien que les termes bougent. Et donc, c'est là qu'on en est. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on propose aux Français, c'est de se rappeler qu'il y a eu de l'esclavage. Bon. Quand vous êtes antillais, moi je viens de la Guadeloupe, nous rappeler qu'il y a eu de l'esclavage, c'est un peu le truc du seum, quoi. C'est justement, en fait, le truc dont tu n'as pas exactement envie de te rappeler, plus qu'en fait, il y a une problématique narrative derrière ça. Tu veux que je me rappelle qu'il y a eu de l'esclavage parce que tu veux que je me rappelle que tu as aboli l'esclavage. Mais moi, je sais que tu n'as pas aboli l'esclavage. Je sais que nous avons fait échouer l'esclavage par le marronnage. Donc, il faudrait avoir une commémoration de l'échec de l'esclavage par le marronnage. Et là, on aurait un début de truc intéressant, parce que là, tu dis oui. Là, tu es en train de me dire, le roi était bon, hein. On s'est levé un matin, on s'est dit, l'esclavage, c'est bullshit, franchement, c'est pas sympa.
Franchement, les gars, là, j'ai un très bon ami noir, quoi. On arrête tout. Non, tu vois que ça s'est passé comme ça. Donc, effectivement, la notion d'abolition de l'esclavage, d'abord, elle n'est pas dynamique. Elle donne l'impression qu'un jour, et c'est Victor Schlecher qui l'a réalisé, c'est pas une mauvaise personne en plus, donc c'est un mauvais sujet, d'ailleurs, de cristalliser sur lui. Mais on a l'impression qu'en fait, c'est encore une fois un geste. Et là, ça rejoint plusieurs choses que vous avez dit aujourd'hui. Nous, c'est les luttes dont on veut parler. C'est-à-dire qu'on veut faire comprendre à ceux qui n'ont pas été concernés par les luttes directement que le résultat vient d'une lutte. Et donc valoriser l'agence, la capacité à agir de ceux qui n'agissent jamais. Et l'esclavage est le pire des cas. Parce que dans ce cas-là, dans le cas d'esclavage, on n'a pas des captifs, on n'a pas des prisonniers, on n'a pas des travailleurs exploités. Je m'excuse auprès de mes amis marxistes. On a de la matière première. Et ça, la question de l'esclavage atlantique fabrique à partir d'humains une chose qui ne sont plus des humains. Donc ça, c'est le deuxième problème. Ce ne sont plus des humains. Donc, le marronnage, en fait, est une lutte qui réussit. On en connaît très peu de luttes qui réussissent. Le problème des gens qui luttent, on le sait, c'est que c'est ta vie entière. Bon, ben, ça a bougé, mais une lutte qui a réussi. Voilà une lutte qui a réussi. Le marronnage, c'est des esclaves qui s'enfuient de la plantation, non seulement pour être libres, mais pour devenir humains. Ils deviennent humains. Le business de l'esclavage ne fonctionne plus, ils le font échouer. Le pouvoir central trouve que ce n'est plus un bon business, va changer d'économie vers l'indigénat et vers les travailleurs pauvres. Et donc, on arrête l'esclavage. En fait, moi, dans ma vie, j'en connais pas beaucoup, en fait, des luttes qui aboutissent au résultat radical de ce qu'elles veulent faire. Du coup, c'est ça le problème. C'est que quelque part, une société après qui va se retrouver avec une lutte qui a abouti, eh ben, elle est objet au fait qu'on lui dise bon, ben maintenant, ça a marché le truc, quoi. Là, c'est le moment de la réconciliation, quoi. Donc aux Antilles, dès que tu reviens avec le marronnage, tu dis oh, attendez. Maintenant, là, regarde, on est bien, t'es bien, je suis bien, on a tout ça, c'est à tout, etc. En fait, le racisme n'existe plus. Le racisme qui est l'élément systémique de l'esclavage. Mais en fait, on sait qu'il existe encore. On sait qu'il est encore agissant, mais il y a une lutte qui radicalement a réussi et donc nous empêche de revenir à ce moment-là. Et moi, paradoxalement, je trouve que pour travailler sur le marronnage, on est forcé de s'intéresser à toutes les formes de marronnage jusqu'aux formes micro. C'est-à-dire qu'il y a une large partie du marronnage qui est à l'intérieur de la plantation. Et c'est ça qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire la capacité à ressaisir un imaginaire d'une possibilité. Parce que quand tu es esclave, le récit de la plantation, c'est qu'il n'y a rien d'autre. Tu es dedans, si tu sors, tu meurs. Tu sors, tu meurs. Dehors, c'est la mort, là, c'est la vie dans la mort. Et donc, quelque part, le problème du marronnage, pour finir, c'est qu'aux Antilles, il est clivant. Parce qu'en fait, il va y avoir ceux qui se sont libérés en achetant leur liberté, les libres de couleur, ceux qui se sont évadés, les marrons, ceux qui sont restés en plantation et n'ont été plus esclaves qu'à l'abolition en 48. Et déjà là, tu crées 3 catégories à l'intérieur des racisés, quoi. Plus ou moins héroïques, plus ou moins... Certains veulent tous se dire, ben nous, on n'était plus esclaves en 48. On avait déjà payé notre liberté, machin. Et personne va te dire, ben nous, on a été esclaves jusqu'à la fin parce qu'on est des cons, on n'est pas courageux, on est peureux ou je sais pas quoi. Donc, quelque part, le marronnage comme acte héroïque dessert la capacité à penser tous les actes qui ont permis. Il y a des gens qui sont restés en plantation et qui ont empoisonné les maîtres. Il y a des gens qui se sont suicidés, qui est aussi des femmes qui ont refusé de donner des enfants aux maîtres en avortant, en cultivant. Et donc, quelque part, le marronnage ne peut pas être singularisé de toutes les stratégies qu'on connaît aujourd'hui, des micro-stratégies. Quand toi, tu vas faire un bouquin, ben, y a un type qui va donner un petit coup de main, une femme qui va faire. Et toutes ces micro-stratégies, on doit être capable de les valoriser et pas laisser hiérarchiser dans la lutte ce qui serait radicalement un geste beaucoup plus important qu'un autre. Pour moi, c'est héroïque de survivre en plantation. Parce que la plantation, c'est fait pour tuer les gens. C'est absolument pas fait pour les exploiter. Ça, c'est une erreur épistémologique. C'est fait pour tuer les gens. Tu as entre 3 et 5 ans d'espérance de vie. Ou si tu exploites des gens, tu les fais vivre plus longtemps quand même. Donc ça veut dire qu'on les tue au travail, mais on veut les tuer. C'est comme les camps. Il y a le principe de nécropolitique, il est inscrit, on veut les tuer. On ne veut pas juste les faire travailler, on veut les tuer. Et donc, ceux qui survivent sont pas... Et quand tu survis à un truc pareil, forcément, tu as fait des trucs un peu limites. C'est la problématique des survivants des camps. Comment tu fais pour être un survivant du camp? Qu'est-ce que tu as fait pour survivre au camp? Ça, c'est des questions qui sont terribles, mais qui sont nécessaires parce que sans leur survie,
ben on ne serait pas là aujourd'hui. Donc tu vois, il y a une forme... Et donc je pense que la question du marronnage, elle doit être réassociée à la question de la vie en plantation, qui est, je crois, la vie qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux être plus ou moins proche du pouvoir, mais tu peux avoir des petites formes de résistance. Et tu vois, les femmes qui vont avoir dénoncé des producteurs de cinéma, c'est un peu l'époque pour MeToo, elles ont été au cœur du système, quoi. Parce que mine de rien, pour te faire violenter par ces mecs-là, tu dois être dans Hollywood. Donc tu vas lui dire, ouais, mais t'étais dans Hollywood. Donc tu y as été dans le système, alors pourquoi tu te plains? Bah, tu te plains parce que même dans le système, même à l'intérieur, même au plus proche du pouvoir, il y a encore un travail qui est possible. Donc le marronnage, il faut le voir comme un truc aussi intérieur de quelque chose en nous qui résiste. Voilà. Voilà, pareil. Plutôt des questions, c'est ça que tu voulais dire tout seul. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir à tous. Merci. J'ai tombé là par hasard. Pour ça, c'est la chance pour moi. Je ne vous connais pas, désolée. Mais je suis contente quand même d'être là parce que ça me fait déjà le contact par rapport au projet que la famille nomade va participer. Je suis vraiment participer le 4, c'est ça? Oui, le 4. Mais ça, c'est... Le français, c'est toujours bizarre. Je n'étais pas allée à l'école ici en France. J'étais à me battre dans le quotidien pour apprendre depuis 4-5 ans que je suis ici. Marronnage, c'est ça que vous dites? Peut-être ça veut dire être noir, racisme, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est toujours difficile pour moi de comprendre, mais il y a beaucoup de points qui me touchent. Je veux juste dire que c'est important pour moi de comprendre qu'il y a des gens qui ont à réfléchir sur des questions que je pense justes. Parce que parfois, c'est comme si tu es toute seule. Il n'y a pas de gens avec qui tu peux parler sur des questions que c'est pas cool, c'est pas joli, mais pourquoi tu parles sur ça? Et c'est intéressant pour moi être noir. C'est intéressant, pour moi c'est une chance être noir en Europe. C'est une chance juste quand je comprends ça. Le souci, c'est que la majorité d'entre nous ne comprend pas la valeur qu'il y a d'être noir ou blanc. Dehors d'être sur l'exploration de quelqu'un, juste dans la valeur d'être humaine avant tout ça. Ok? À 5 ans, j'ai choisi de vivre en France. J'avais la chance de choisir. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils sont tombés là par hasard. Et moi, j'avais la chance de choisir. Tout ça, c'est un résultat de quelqu'un qui toujours était à se battre pour savoir qui je suis là à faire, pourquoi je devais être là ou pas. Quand j'ai choisi cette ville que je vis, et c'est une ville incroyable pour moi, quand j'ai choisi aussi Rennes, mais pour cette ville, c'est parce que dans 3 allers-retours que j'ai fait en vacances, parce que j'avais aussi la chance d'être en vacances, par rapport à beaucoup de gens de mon couleur qui n'ont pas la possibilité, et c'est même pas qu'être en vacances, c'est un pouvoir. Déjà à dire, je vais partir en vacances. Ouais. Donc 3 fois, chaque fois, j'avais remarqué, la première fois, c'était une ville, waouh, incroyable pour moi. C'est pour partir en vacances, c'est calme. Mais les gens qui habitent là-bas ne comprennent pas ça. Oui, ils n'ont pas fait ma route. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, être en vacances dans une ville qu'il n'y a rien. La deuxième fois, j'avais remarqué qu'il y avait beaucoup plus de gens dans le bus. Et là, j'ai dit, oups, c'est cool. Ça veut dire que c'est trop petit, mais quand même, ça va grandir. Oui. Parce que j'étais arrivée dans un milieu qui... ouais.
Oui. Peut-être ma compétence, c'était remarqué comme un outil pour l'arrivée de quelqu'un. Tout ce que j'ai autant que compétence, c'était rien. Les gens remarquent, on ne me dit pas, alors Elsa, tu as la compétence. Ah, tu es cool Elsa. Mais non, je ne peux pas avoir la compétence. Parce que s'ils ont là à me dire que j'ai la compétence, je pourrais dire, ah ouais, là je suis important. Ouais. Parce que nous, on ne valorise pas l'être humain. On est là juste à valoriser qu'est-ce que je peux apporter de toi, et de toi, et de toi. Et pas la valeur humaine, que c'est la valeur plus importante qui existe. Désolée si je parle trop. OK? Yes. Mais là, la troisième fois, j'avais dit, oups, c'est là que je veux vivre. Juste parce que je dis, j'ai beaucoup de compétences. Je peux apporter beaucoup de choses à cette ville. Cette ville a besoin de moi. Parce que je suis née dans un pays que malheureusement, je n'avais pas l'opportunité d'avoir de formation, de me former. Ouais. Mais j'avais les valeurs de ma famille, c'est les valeurs plus importantes pour moi. Et je partais dans un autre pays dans lequel j'ai gagné le valeur au niveau des compétences professionnelles. Et j'ai dit, mais non, je pourrais ramener cette compétence professionnelle à cette ville. Et c'est pour ça que j'ai choisi ça. Et que quand je rentrais dans cette ville, et les gens me dit, mais Elsa, mais pourquoi tu ne fais pas de femme de ménage? Je ne fais pas. Ça ne veut pas dire qu'être femme de ménage, c'est un problème. Ça me réduit à rien. Ça ne veut pas dire juste que je sais qu'est-ce que je veux être. Et si dans mon dossier, c'est écrit que je veux être cuisinière, laisse-moi, c'est mon choix. Pourquoi je devrais être toujours une femme de ménage? Si dans mon dossier, c'est écrit que j'ai commencé là-bas. Si après j'ai fait une formation pour être cuisinière, ça veut dire que j'ai choisi et j'ai payé quand même. Alors, respecte ça. Elsa, si tu ne profites pas de ça, tu ne vas pas avoir de boulot. Désolée, tu ne sais pas d'où je viens. Et c'est juste pour dire, c'est important de savoir qui vous êtes. Avant de se dire, je suis noir ou je suis blond, je suis haut ou je suis bas. Qui vous êtes, d'où tu viens, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu me proposes ça. C'est très important. Tout ça pour dire merci, mais le 22, désolé, ok? Le 22 avril à Hôtel Pasteur, 22 mai à Hôtel Pasteur, il y aura une exposition qui s'appelle Afrique ici. C'est une exposition qui se déplace de Lisbonne à Rennes, ok? C'est une exposition qui c'est aussi une réflexion pour dire que les Africains, on n'est pas des restes d'immigration ici. On est aussi la partie de la contribution pour le développement de la France ou de je ne sais pas quel pays qu'on est, mais c'est ça. J'invite tout le monde à être là-bas et pour savoir un peu plus sur nous, l'association qui organise ça. Ok? Merci à tous. Merci Elsa. Et pour avoir le nom de son association, l'association c'est Kalisoki et on peut trouver les informations sur Instagram. J'ai envie de relancer un tout petit peu la discussion en parlant un peu du quartier de Morpa, enfin et des quartiers en général, parce qu'en fait on est aussi situé ici là géographiquement. Et après, Lauriane, si ça te va. Mais en fait, voilà, on est dans un quartier populaire qui est appelé administrativement un quartier prioritaire, mais moi je préfère utiliser le mot de quartier populaire. Et la question aussi du racisme environnemental et des luttes de l'écologie décoloniale, moi ça m'intéresse de voir comment on peut aussi lutter sur ça à l'échelle d'un quartier. Un quartier qui a été construit de façon, enfin en termes d'urbanisme, pour avoir des fonctions de contrôle, avec aussi peu d'accès à l'espace vert. Une gestion des déchets qui est aussi différenciée d'une certaine manière, un accès aussi à la nourriture accessible et de qualité qui est de pire en pire ici depuis notamment l'ouverture du Aldi sur la dalle du Gros Chêne. Enfin, je veux dire qu'il y a aussi une manière de vivre, on va dire, le racisme environnemental de l'État par ses différentes politiques, que ce soit sur la nourriture, l'alimentation, les espaces verts, l'urbanisme, l'accès au logement. Enfin, il y a aussi ces choses-là, elles se vivent aussi à l'échelle d'un quartier. Là, on est dans un quartier populaire.
Et voilà, je voulais aussi recentrer les choses à la micro-échelle. Est-ce que, comment vous pouvez aussi en parler? Alors, moi, par exemple, j'ai travaillé sur la géographie et le racisme en géographie. Parce qu'en fait, je dis souvent le racisme, on le voit du ciel. Et dans le cas des aires d'accueil, c'est assez criant. À Ciotat, à côté de chez moi, il y a une aire d'accueil qui est en train d'être construite sous une autoroute à 1h30 de marche du centre-ville, entre les voies de chemin de fer, l'autoroute donc qui passe au-dessus de la tête des gens, dans un trou où il va falloir abattre 8000 m² d'espace boisé en plein parc naturel des Calanques. Et on a été capable de choisir ce site-là. Et pour moi, ça c'est du racisme visible du ciel concrètement. Et là, j'ai suivi un cours de droit de l'urbanisme à la fac de Rennes depuis janvier. Et quand on s'intéresse au droit de l'urbanisme, qui est un droit complexe à comprendre, on arrive à comprendre les logiques de répartition des espaces et les logiques publiques de répartition des espaces. Et en fait, on se rend compte à quel point ce droit est un droit de domination et d'organisation des espaces et comment on marginalise à travers le droit de l'urbanisme. Et par exemple, pour les voyageurs, c'est très criant. Aujourd'hui, un voyageur qui va avoir une caravane, il va avoir concrètement un choix, c'est l'aire d'accueil, qui peut vous accueillir pendant 3 mois, et ensuite vous devez partir. S'il va acheter un terrain pour stationner dans son propre terrain, s'il achète un terrain constructible, il n'aura pas le droit d'y rester plus de 3 mois. S'il achète un terrain non constructible en zone agricole, il n'aura pas le droit d'y stationner, sauf s'il est agriculteur. Et s'il achète un terrain en zone naturelle, le droit de l'environnement l'empêchera de stationner. Donc en fait, quasiment tous les territoires sont interdits aux voyageurs par le droit de l'urbanisme. Mais sauf que personne ne saisit cet enjeu majeur. Tout le monde parle d'accueil des gens du voyage dans ceux que ça intéresse, on va dire. Mais en réalité, l'enjeu majeur, c'est l'accès au territoire et c'est l'accès à la propriété ou l'accès à la location. Voilà. Donc ça, je pense que vraiment l'enjeu, il se situe là. Et c'est pas un hasard quand j'ai fait mon inventaire des aires d'accueil. Sans le faire exprès, je faisais aussi l'inventaire des mosquées de France. Sans le faire exprès, je faisais aussi l'inventaire des centres de rétention administrative françaises qui étaient constamment à côté de l'aire d'accueil. Et donc on voit des zones d'exclusion de la marge qui sont dessinées par la géographie et surtout par le droit de l'urbanisme, en tout cas l'usage qu'on en fait. Voilà. Et évidemment qu'il y a des enjeux de lutte pour la justice environnementale sur les quartiers QPV et notamment les grosses métropoles. On se rend compte qu'en fait, les premiers touchés par les émissions de gaz à effet de serre, par les grosses infrastructures routières, etc., sont les personnes qui vivent dans ces quartiers les plus précaires, entre guillemets, ou pauvres ou populaires. Je vais juste dire une toute petite anecdote et le piège dans lequel il ne faut pas tomber. À Angers, il y a une aire d'accueil. Historiquement, elle a été créée ici dans les années 60, à la périphérie d'Angers, dans un quartier où il n'y avait rien à la base. Et ensuite, on a créé des maisons ouvrières tout autour de cette aire d'accueil. Et à un moment donné, il y a eu un projet d'autoroute. Et les habitants de l'aire et les ouvriers se sont mis ensemble pour lutter contre ce projet d'autoroute. Ils ont échoué. Et quand ils ont échoué, les ouvriers se sont mis ensemble pour lutter pour déplacer l'aire d'accueil. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut pas tomber. En fait, c'est comment on crée des passerelles durables. Et pas juste à l'instant T sur un projet. Il faut créer de la passerelle durable. Et pour ça, c'est ce que j'essaye de faire et d'autres essayent de le faire aussi. Il faut sortir ces enjeux de lutte des voyageurs, de l'entre-soi voyageur. Aujourd'hui, quand vous avez peut-être entendu parler des amendes forfaitaires délictuelles, les amendes forfaitaires délictuelles, c'est un nouveau dispositif d'amende donné par le policier, sans recours au contradictoire, sans possibilité d'accéder à un juge, qui vous condamne à payer 500 € ou X euros par infraction et qui vous ouvre un casier judiciaire au bout de 2 amendes forfaitaires. Ce dispositif-là, qui est unique, a été testé en premier sur les gens du voyage. C'était l'amende forfaitaire contre l'installation des gens du voyage. Puis il a été étendu aux consommateurs de cannabis. Puis il a été étendu à un nouveau délit aux jeunes qui stationnent dans les cages d'escalier. Vous voyez où je veux venir ? En fait, cette amende forfaitaire, elle a été testée sur les gitans et les arabes. Et ensuite, une fois que ça a été approuvé, on commence aujourd'hui à l'étendre à plus d'une vingtaine d'autres délits, et donc à tout un chacun, en fait. Donc, ce qui se passe à Wambushu, à Mayotte, c'est un test sur des populations loin. On sait qu'il n'y aura pas grand monde pour les défendre. Ou en plus, il y a des instrumentalisations locales. Enfin, bon, ça, je ne peux pas en parler parce que je ne connais pas assez bien la situation, mais c'est un test qui un jour reviendra, tôt ou tard, dans le droit général. Voilà. Et donc, les voyageurs font partie de ces vigiles-là. Et l'intérêt de défendre leurs droits, c'est aussi que vous défendez vos futures libertés. Ouais.
Merci pour tout ça. Et moi, pour rebondir, du coup, j'ai aussi grandi donc, dans un quartier populaire, un quartier prioritaire de la ville. Moi, c'est la cité du Luth à Gennevilliers, qui est une cité qui était assez connue en région parisienne pour des trafics de drogue, etc. Et qui est surtout une cité qui a été une des premières à vivre les politiques de rénovation urbaine, en fait. Et du coup, il y a eu la destruction de la tour la barre la plus importante, et notamment pour le trafic, qui a été détruite, mais qui était comme un peu l'âme de la cité. On savait qu'en détruisant ce bâtiment, la vie du quartier serait complètement différente, en fait. Donc il y a eu ce premier truc. Et pourquoi je parle de ça? Parce que donc on se demandait comment penser une question de l'écologie dans des espaces comme celui-ci. Et moi, j'ai l'impression que la position où j'en suis arrivé aujourd'hui, qui est du coup, en ayant vécu dans tout ça, c'est que c'est pas possible pour l'instant. J'ai l'impression que la manière dont le bâtiment a été construit, en fait, on n'est pas propriétaire d'espace. Et c'est là où ça rebondit avec ce que tu disais. J'ai beaucoup aimé que tu parles de la question de la propriété, en fait. Et on est aussi dans des luttes où, en tout cas dans nos positionnements politiques, on se mobilise beaucoup contre la propriété privée, etc. Mais le fait est que là, on n'est vraiment pas propriétaire et on a aucune terre. En fait, on n'a aucune propriété nulle part sur le territoire. Donc, on est toujours comme en sursis. Et en fait, j'ai l'impression que déjà ça, c'est une précarisation énorme. Donc, tout l'argent des familles qui vivent dans le quartier prioritaire ou au quartier populaire sert à rembourser le loyer. Ensuite, parfois, il y a les secondes générations auxquelles moi j'appartiens. Je vois des amis autour de moi qui essaient d'investir pour que leurs parents aient accès à de la propriété ou à une maison un peu plus de verre ou des choses comme ça. Mais du coup, tout leur argent passe dans le remboursement du prêt de leurs parents, parfois avec qui ils sont obligés d'habiter, du coup, dans la même maison, parce qu'il n'y a pas assez pour avoir son propre espace plus payer le prêt qu'on a fait. Enfin bref. Donc en fait, en gros, la question du patrimoine et de la propriété, j'ai l'impression que c'est sur ça qu'il faut travailler. Dans la question de l'accès à la terre ou à l'écologie pour les personnes d'un quartier populaire. Alors je ne sais pas exactement, j'ai pas de clé ou quoi, mais c'est le sentiment que j'ai après avoir réfléchi pas mal de temps sur ces questions et discuté avec beaucoup de gens, c'est que ce qui va servir, ça va être cette question du patrimoine. Et donc quand je vais beaucoup chez des amis ou dans de la famille d'amis qui ont, eux, une attache sur le territoire français qui va être la maison d'un grand-père, d'une grand-mère, etc. Il y a toujours ce moyen, cette possibilité de s'extraire en fait de l'urbain et de s'extraire, d'aller se ressourcer entre guillemets ou d'aller même juste avoir le choix de pouvoir échapper à un mode de vie qu'on trouve trop violent, trop capitaliste, etc. Enfin, vous avez plein de phénomènes comme ça, mais en tout cas, tant qu'on n'a pas du tout de prise sur le patrimoine, en fait, cette question, elle peut pas se poser parce qu'on est tellement précaire qu'on ne fait qu'être ballotté d'un point à un autre ou être en position de survie pour ne pas perdre l'espace qu'on a. Et pourquoi je parlais de rénovation urbaine? Parce que du coup, moi, l'expérience que je fais dans ma cité, c'est le fait que le moment où la cité va être verdie, ou va changer, va être moins austère, va être moins bétonnée, c'est le moment où les prix vont augmenter dans le cadre de projets de rénovation urbaine. Et du coup, les personnes qui sont les habitants et habitantes de quartiers populaires qui étaient censés avoir du coup les meilleurs bâtiments et tout, vont pas y rester longtemps en fait. Et du coup, même à ce moment-là, en fait, on est en précarité. Enfin, moi, dans ma famille, on est en procès pour tous les ans, tous les 2-3 ans, pour lutter contre l'augmentation de notre loyer. Là, je pense qu'on va finir par le perdre. Et du coup, c'est au moment où le bus revient dans la cité et où l'isolation va être terminée en fin d'année. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe, c'est que le moment où, on va dire, la cité sera un poil plus vivable, et ce sera plus pour nous, en fait. Et du coup, c'est pour ça que vraiment, cette question du patrimoine, je pense qu'elle est centrale, mais je ne sais pas encore ce que ça veut dire, parce que du coup, c'est la question de la propriété privée et tout. Mais en tout cas, voilà. On va prendre une dernière question, plutôt courte si possible, parce qu'il nous reste une dizaine de minutes. Ensuite, l'idée, c'est aussi de manger. C'est ça aussi l'écologie populaire, manger. Et puis rien ne nous empêche après de pouvoir discuter de manière informelle. Je viens de me donner le livre de William, Où sont les gens du voyage. Je ne sais pas si c'est le moment que j'en parle, peut-être plutôt après. En tout cas, il est là si vous voulez le feuilleter. Lauriane, tu as la primauté de cette dernière question.
Impatiente. Je vous remercie de vos interventions. Ça va être peut-être très très rapide, mais une petite synthèse. Je vais même rebondir. Tu parlais de cette question de propriété privée qui en effet semble centrale, en tout cas pour s'imaginer habiter et en tout cas faire usage de lieux qui soient de lieux de repos, de lieux aussi nourriciers. Et peut-être pourquoi pas pousser la réflexion plus loin et là parler de territoire, de privatisation ou de propriété commun. Parce que aussi, si on aborde cette question-là sur le biais économique, en se retrouvant entre personnes précaires, on peut aussi en fait commencer à repenser nos liens et à acheter ensemble et repenser en tout cas des petites zones de surface où en fait l'idée ça serait peut-être de les investir en étant plusieurs quoi. Donc ça c'est peut-être aussi déjà des solutions en tout cas à esquisser et imaginer. Mais moi, il y a un autre rapport et une autre réflexion qui m'importe énormément, c'est la question transgénérationnelle. C'est plutôt d'imaginer une lutte qui, en tout cas, là, se cristallise par tous les points. En tout cas, le point climatique prend des aspects de climax, quoi. Et c'est pour les plus jeunes générations, comment les accompagner pour ça, comment les accompagner dans ça, tout en étant conscient de la position dans laquelle ils se trouvent, qui est aussi, voilà, en le pensant comme une continuité. Je suis précaire, les enfants autour de moi, on fait partie de la même famille, en tout cas des précarisés, des précaires, parce que je pense qu'on a aussi beaucoup de choses plus immenses à apporter, quoi. Mais il y avait vraiment, comment est-ce qu'en tant que aîné aussi, on pense le rapport à ceux qui nous suivent, aux plus jeunes, et comment en fait tisser cette conscientisation d'environnement et de combat à mener. Je peux commencer. Alors, moi, pour cette question, j'ai envie de dire que je pense que la meilleure relation qu'on peut avoir avec les plus jeunes, c'est de leur faire confiance. Moi, je me dis ça, en fait, je pense qu'il y a des tas de situations extrêmes dans lesquelles, en fait, les enfants ou les jeunes générations, on pouvait se dire ils peuvent pas survivre à cet environnement, et en fait il y a beaucoup de gens qui meurent ou qui sont marqués violemment, mais il y en a toujours qui arrivent à construire malgré toute la violence. Après, j'ai pas envie de faire la promotion de la résilience ou quoi, mais juste dire je pense qu'on peut faire confiance, et que par contre, moi en tout cas c'est comme ça que j'essaie de travailler dans la chaîne Histoire Crépue. Il faut transmettre, et surtout transmettre la complexité et les erreurs et les désaccords. En fait, et je pense que c'est ces 3 points qui, en tout cas dans le mouvement antiraciste, aujourd'hui tel qu'on en hérite notre génération, on a eu une perte de transmission, clairement, de tout ce qui s'est passé avant, notamment dans les désaccords. Parce qu'on a tout ce qu'on arrive à récupérer, ça va être telle personne a été un héros, c'est un peu ce qu'on disait, il y a les nègres marrons, il y a telle personne figure héroïque, je sais pas, on va se mettre à idéaliser Toussaint Louverture, ou des personnages, on va capter que ce qu'on imagine être le meilleur d'elle et eux. Mais en fait, si on n'a pas toute la complexité et tous les désaccords qui en fait, ont été constitutifs de leur lutte et de leur vie, et il nous manque. En fait, on est condamné à les répéter, quoi. En fait, on est condamné à ne pas avancer sur ces trucs-là et à se reprendre les pieds dans les mêmes tapis, dans lesquels eux se sont pris les pieds. Et du coup, pour moi, les 2 enjeux, c'est faire confiance et dire là où on a bugué, en fait, et être vraiment le plus franc possible pour éviter que ça rebug derrière. Et c'est, voilà. Moi, je crois que la première lutte de ma vie, ça a été d'avoir du goudron. D'avoir du goudron dans ma rue, parce que en fait, on voyageait, donc quand on voyageait, on s'arrêtait sur des places désignées, l'ancêtre des aires d'accueil. Donc là, il y avait souvent pas grand-chose. Mais quand on était chez nous, parce qu'on avait un chez nous, on n'avait pas de goudron. En fait, on habitait toute ma famille habitait toute la rue. C'était une succession de terrains de voyageurs, comme on retrouve dans beaucoup de villes, en fait. Et on avait la particularité d'avoir le goudron dans cette rue qui s'arrêtait à la dernière maison de Gadget.
Et après, il y avait nos maisons, il y avait nos caravanes, etc. Et là, il n'y en avait plus de goudron. L'éclairage public s'est arrêté à la dernière maison de Gadget. Et après, il n'y avait plus d'éclairage public. Et pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, les voyageurs, ça fait très longtemps qu'ils pensent la propriété collective. Et qui vivent dans une propriété collective intergénérationnelle parce que c'est une... dans nos cultures, en tout cas, on ne place pas les anciens et on ne place pas les personnes en situation de handicap, etc. Bon, il y a évidemment des cas particuliers, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours une réflexion de la vie en communauté élargie et de l'accueil d'autres communautés dans nos propriétés. Et aujourd'hui, beaucoup de voyageurs continuent le voyage de propriété en propriété en propriété, sur des terrains où ils sont toujours en situation irrégulière et où ils sont toujours dans une lutte perpétuelle pour soit avoir le goudron, soit avoir l'eau, soit avoir l'électricité, soit avoir arrêté d'avoir les flics qui rentrent tous les jours dans le terrain. Voilà. Donc en fait, on n'invente pas grand-chose en repensant à la propriété collective, juste on décloisonne certaines choses, mais pour qu'elles puissent exister, eh ben, il y a certains verrous du droit à faire sauter. Et notamment dans le droit de l'urbanisme où il y a énormément de verrous contre ces initiatives collectives en fait. Le droit de l'urbanisme, c'est de la propriété et c'est surtout fait pour l'accroissement de capital de propriété en fait, pour que les gens puissent acheter, revendre, sous-louer, etc. Et en fait, c'est sur ce sujet du droit de l'urbanisme que moi, je pense que les futures luttes voyageuses, en tout cas, vont se jouer. Notamment la question de la reconnaissance de la caravane comme logement pour les voyageurs, puisqu'aujourd'hui, le fait que nos caravanes ne soient pas reconnues comme logement, ben, on ne peut pas habiter nos terrains, puisqu'en fait, selon le droit de l'environnement, mettre notre caravane sur notre terrain, ça pollue, vu que c'est pas un logement, voilà. On ne peut pas toucher les APL, on ne peut pas bénéficier de la trêve hivernale, on peut pas. Il y a tout un enjeu. Et en même temps, si on reconnaît la caravane comme logement, qui nous dit qu'un jour, il ne faut pas des logements sociaux en caravane? C'est ça la difficulté du droit, en fait. C'est pour ça qu'il y a un gros enjeu au niveau du droit de l'urbanisme, c'est-à-dire sur l'usage de la terre. Voilà. Et aujourd'hui, concrètement, le droit de l'urbanisme est à la fois un droit qui est le résultat du capitalisme et en même temps un droit qui est un droit de police pour mater ceux qu'on ne veut pas à côté de chez soi. Et moi, je pense que c'est vraiment sur ce point-là que le combat, en tout cas pour les voyageurs, va se situer. Et après, sur les jeunes générations, bah, je rejoins un peu ce que tu dis. Enfin, franchement, je pense qu'il faut juste les laisser faire. Voilà, chaque génération a apporté sa contribution. Et alors pour le cas des voyageurs, en plus, c'est assez criant parce que les générations d'après les camps, moi je l'ai connue, mon grand-mère, elle est morte en 2001, la dernière survivante des camps de ma famille. Et on a vu l'évolution de la génération traumatisée d'après les camps, qui ne travaillait pas, qui était alcoolique, qui ne pouvait plus rien faire parce que qui avait été tellement réduit à rien et qui avait vu mourir les siens, etc. Enfin, on était dans une forme d'apathie. Et ensuite, les générations suivantes ont hérité de ça, mais elles n'ont pas hérité de l'apathie, en fait. Elles ont hérité de la méfiance envers les gadgets, elles ont hérité de la confiance en groupe aux voyageurs, mais pas en l'autre, de cette capacité à s'organiser collectivement, à aller à la confrontation, à se battre. Et donc, les générations suivantes, elles héritent d'autres trucs encore et elles agrègent en plus avec l'apport numérique et TikTok, etc. Elles agrègent tout un tas d'autres choses qui viennent se conjuguer, quoi. Et je pense que j'ai clairement pas de leçons à leur donner. Et je vois, moi, mes neveux et nièces qui sont, je trouve, beaucoup plus éveillés que moi à leur âge. Donc, je me dis, voilà, il faut les laisser faire. J'ajoute un dernier truc sur l'organisation collective, puisque j'ai pas parlé de ça du coup, mais en fait, ce qui me frappe souvent sur cette question, c'est qu'effectivement, dans les communautés de gens du voyage, il y a une culture du collectif qui est très forte et qui est nécessaire pour la survie aussi et pour toutes les raisons que tu viens d'évoquer. Et c'est vrai que dans les cultures des personnes de quartier populaire, la culture du commun, elle va être différente. C'est pas qu'il y en a pas, mais c'est qu'on est tellement mélangé entre plein de communautés différentes qu'en fait, c'est des communautés enchevêtrées, mais c'est dur de faire... d'avoir une communauté qui fait bloc à un moment, parce qu'il y a trop d'enchevêtrement sur plein d'espaces différents, quoi. Et du coup, ce truc-là rend
d'autant plus difficile l'organisation collective et enfin voilà à ce niveau-là. Et peut-être que dans les îles c'est peut-être plus simple, je sais pas, parce qu'il y a peut-être plus des communautés qui sont toutes ensemble au même moment, au même endroit. Mais là c'est vrai que dans les quartiers populaires, bah, l'enchevêtrement est très très fort. Mais il y a toujours un truc qui moi me frappe. C'est du coup on peut avoir l'impression qu'il n'y a pas d'organisation collective ou pas d'organisation militante solide. C'est vrai que les associations, je sais pas, moi ma diaspora togolaise, les associations togolaises, c'est pas les trucs les plus visibles et les plus actifs à une grande masse, mais en fait il y a un espace qu'on sous-estime beaucoup en termes d'organisation militante et collective. Je pense que c'est les lieux de culte. Et ça va être les lieux de culte de type les églises évangéliques, du type les mosquées. Et en fait, dans ces espaces, il y a des... Enfin, moi, de mon expérience, en tout cas personnelle, c'est là que j'ai vu, en tout cas en France européenne, les plus grandes communautés qui s'allient pour travailler à un projet collectif, notamment des projets d'achat collectif ou de gestion collective. Et ça, c'est un truc... Enfin, je dis toujours, moi, j'aime bien aller dans des espaces... Enfin, voilà, chercher un peu les problèmes et tout. La communauté évangélique, par rapport à la gauche ou par rapport à nos positions, c'est pas forcément là où il y a le plus d'accord. Mais en fait, je pense que là, il y a une énergie politique de gens dont on a souvent l'impression qu'ils n'ont pas d'engagement politique, en tout cas en France. Et les communautés musulmanes qui s'organisent aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'au niveau de la foi, il y a des choses qui se passent. Enfin, il faut voir comment travailler avec ça en fait. Et c'est complexe, mais voilà. Merci à vous deux. Et puis aussi merci aux personnes qui ont posé des questions, fait des interventions. Ça vient aussi nourrir la richesse collective. L'autre richesse collective, c'est le repas qui est en train de nous être préparé. Le repas, il vient pas de nulle part aussi. Il a été préparé notamment par des enfants de Morpa, accompagnés par le GRPS toute la journée. Et la nourriture, elle est issue, je crois, en grande partie de récupération. Donc c'est aussi dans la thématique de la journée. Vous êtes bien évidemment plus qu'invités à partager ce repas avec nous ici, à prendre une assiette, à s'asseoir où vous voulez.